Bienvenue sur CEMA Club, le podcast où on parle toujours de tout autour de l'Afrique. Ici, pas de prise de tête, juste des échanges styles entre amis autour de nos questions, de notre héritage, de nos doutes et bien évidemment de nos rêves. Aujourd'hui, on parle d'un sujet fort. On parle du nationalisme. Plus précisément, qu'est-ce que c'est d'être Gabonais aujourd'hui, hier? Est-ce que c'est une question d'histoire? Est-ce que c'est une question d'émotion, d'identité? On discute tranquillement avec Marius, comme à la maison. Installe-toi et c'est parti. Bienvenue à On dit quoi, mon gars. C'est le premier podcast que je fais. Alors l'idée elle est simple, c'est de discuter, parler, raconter. En vrai, je voulais qu'on parle du nationalisme. Est-ce que ça te dit quelque chose? Qu'est-ce que ça te fait? À quoi ça te renvoie? Vite fait comme ça, je dirais, le nationalisme, voilà, c'est une idée partagée d'appartenir à une même nation, d'avoir une histoire commune, des coutumes communes. Je peux peut-être parler des destins aussi, des destins communs. C'est clair, c'est clair. Donc, sans trop de donner des détails, voilà en gros ce que je pense du nationalisme. Est-ce que tu penses que on peut dire qu'il y a une grosse culture du nationalisme parce que, je dis, moi je suis au Gabon depuis 2 ans, toi tu es Gabonais. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a une grosse culture nationaliste au Gabon? Est-ce que tu penses que les Gabonais sont nationalistes de fait? Bon, sur la question, je suis un peu mitigé. Pourquoi? Je suis un peu mitigé parce que indirectement, ça fait partie des débats que j'ai souvent avec certaines personnes où j'ai plus le sentiment que ce que je vais appeler ici l'unité nationale au Gabon, l'unité nationale se fait plus ressentir par exemple lorsque les Panthères jouent. On s'en connaît un peu. Autour du foot. Autour du foot. Mais en dehors de ça, chacun se la joue perso, tu vois. C'est l'individualisme exacerbé. Donc aujourd'hui, certaines personnes sont même prêtes à brader leurs valeurs, même s'il s'agit de piétiner ce qu'on a en commun, tu vois. C'est ça en fait. Donc aujourd'hui, je suis un peu mitigé sur la question. Et les exemples que je viens de citer là font partie des raisons qui justifient un peu mon point de vue, quoi. C'est ça. Donc, pour toi, le seul vecteur du nationalisme véritable au Gabon, parce qu'on a un peu la même chose au Cameroun, je pense. Où, bon, on a aussi notre présent qui est le nationalisme du Cameroun. Ouais. Mais oui, c'est vrai que le sport, et en particulier le football, c'est le seul endroit où tout le monde est d'accord, où il faut battre l'adversaire. Ouais. Et tout le monde est d'accord. Ouais, mais du coup, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que toi, tu penses que il faudrait du coup plus de nationalisme, et comment tu construis ça? Comment tu le mets en place typiquement dans un pays comme le Gabon? Ah ouais, c'est une très bonne question ça. Donc aujourd'hui, je me dis, il y a un vrai travail de fond à faire. Un vrai travail de fond dans ce sens que, par exemple, si j'aborde la question de des coutumes, on s'éloigne de plus en plus de nos coutumes. Tu penses que c'est dû à quoi ça, justement, le fait qu'on s'éloigne? Il n'y a pas une réelle inculcation de ces valeurs-là, même en grandissant. Aujourd'hui, voilà, très tôt, les enfants sont en contact avec les réseaux sociaux. Donc, à l'intérieur, directement, c'est la culture occidentale. Donc, les parents ont donné leur rôle. Ça fait que, plutôt que de s'intéresser à ce qui leur est propre, les enfants, en grandissant, s'intéressent à ce qui vient d'ailleurs. Ça fait que ils sont en quelque sorte culturés de leur propre. C'est ça en fait. Dans ces conditions, tu ne développes pas le sentiment nationaliste. C'est ça en fait mon point de vue. Et donc, ce que je peux dire en plus, c'est que aujourd'hui, comme je disais au départ, pour renforcer mon propos, il y a un travail de fond à faire. C'est réapproprier notre propre culture. Aujourd'hui, par exemple, les gens ne prennent pas au sérieux la question, par exemple, les questions électorales. On veut élire un président. Déjà même, le texte de base d'une nation, la Constitution, est l'exemple récent de la Constitution, où il y a eu un taux d'abstention de plus de 56%. C'est vrai. Ça veut dire qu'on ne se reconnaît même pas dans le texte. Mais pourquoi on va parler de nationalisme si le texte qui régit notre vivre ensemble peut-être, juste un rappel, là, on enregistre le podcast en février. Ouais. Il y a un mois a été votée la nouvelle constitution du Gabon.
Donc, c'est ce que tu évoquais, il y a eu une sorte d'assumption. Est-ce que c'est pas aussi parce que ça aussi, ça peut être considéré comme le nationalisme, c'est-à-dire qu'il y a une majorité de personnes qui se disent, nous, on ne veut pas ce test, ou alors tu considères qu'ils ne sont pas allés au vote parce qu'ils ne s'intéressent pas finalement à leur pays. Et donc, il y a une forme de dislocation des intérêts mutuels du pays. Non, mais je pense que la plupart de ceux qui ont fait abstention ne se reconnaissaient pas dans le texte. Il y a des valeurs qui étaient partagées à l'intérieur dans lesquelles ils ne se reconnaissaient pas. Donc, on est d'accord, ceux qui n'ont pas voté, c'est parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le Effectivement. Parce que vous ne vous levez pas un matin pour aller dire oui à quelque chose, des gens que vous ne comprenez pas, et même lorsque vous comprenez que vous n'intégrez pas. Dans un texte dans lequel vous ne vous reconnaissez pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est ça en fait les sujets. Donc plusieurs exemples comme ça, mais ça fait que on a un agrégat de choses réunies qui justifient le fait qu'aujourd'hui en réalité ça reste juste un concept pour le nationalisme au Gabon. Juste un concept. Même si on reste encore sur ce sujet politique là, tu penses qu'au travers de la nouvelle constitution, on ne va pas développer plus de nationalisme pour le Gabon. En fait, tu ne vois pas comment la constitution ou le nouveau gouvernement ou la transition de gouvernement renforce cette question. Est-ce que tu penses qu'elle doit être renforcée ou pas déjà? Mais certaines dispositions pour l'exclusion. On vous dit quelqu'un qui est d'un parent gabonais, d'un seul parent gabonais ne peut pas se présenter aux élections. L'exclusion. En quoi est-ce que celui qui a deux parents gabonais est plus gabonais que... Ça, c'est une vraie question que je me suis posée. Je me souviens lors d'un déjeuner au travail, poser la question des postes aux responsabilités. C'est ça, en fait. La personne qui n'a pas de deux parents gabonais ne peut pas être ministre ou je sais pas quoi. Est-ce que pour toi, il y a est-ce qu'on peut être une moitié de Gabonais ou une moitié de Gabonais? Aujourd'hui, pour continuer dans le même élan, aujourd'hui, le sportif qui représente le mieux le Gabon, il est binational. Donc, en lui, on se reconnaît. Pierre-Emerick, on se reconnaît, quelqu'un qui est binational. Mais donc, ça veut dire que lui, aujourd'hui, qui a porté le flambeau du Gabon à l'international, s'il rentre au pays, dire qu'il se présente aux élections, on va lui dire non. Non, tu ne peux pas. Alors qu'il est bien pour le Gabon. Ben voilà quoi. Partout où il passe, on dit Gabonais. On dit pas français. C'est ça, en fait. C'est toutes ces ambiguïtés-là qui font que, clairement, pour moi, et je le réitère, le terme nationalisme au Gabon reste juste un concept. Donc, les Gabonais ne voient que le patriotisme ou alors le nationalisme autour du foot et du sport et autour de la Clairement. Je me rappelle, en 2012, coïncidence, j'étais assis aux tribunes lors d'un match Gabon-Maroc. J'étais assis en tribune avec quelqu'un qui ne me portait pas trop dans son cœur. Bon, lorsque le Gabon met le troisième but, à la fin du match, on s'est calmé. Vous comprenez que, c'est-à-dire que à cet instant-là, on est de côté. Il a entendu le troisième but. Non, mais c'était un moment fort. C'est ça un moment fort. C'était un moment fort. Donc, on a mis de côté inconsciemment toutes nos urgences là. Et on s'est fait quand même. Pour un truc, on va un peu repasser dans la culture, mais pas tellement. J'ai entendu aussi que, il y a un peu, c'est pas une guerre tribale, mais il y a un peu un clan de tribus. Les tribus aiment bien rester entre eux. Par exemple, les Fans aiment bien se marier. Les Niénais avec les Niénais. Est-ce que ça ne contribue pas aussi à ça ne contribue pas à ne pas créer justement un élan nationaliste, de dire que si les Fans restent entre eux, c'est parce qu'ils sont entre eux, et on ne va pas peut-être considérer un Niénais comme un Gabonais, il va considérer le Niénais comme le Niénais. Oui, clairement. Mais aujourd'hui, lorsque vous vous intéressez à cette question-là, il faut aussi vous dire que les Fans sont les plus mal aimés du Gabon. Pour raison. En tout cas, c'est nos frères camerounais, donc ils sont plus proches de nous que... Oui. On va vous dire, les vendeurs de piments, ce sont les Fans. les plus malhonnêtes, ce sont les Fans. C'est nos frères. Donc c'est pour dire qu'il y a cette comme une forme de vendetta là naturelle qui fait que lorsque les autres passent leur temps à vous attaquer à vous liguez pour vous défendre. Je comprends. C'est ça en quelque sorte. C'est une forme de résistance. Clairement. Mais il y a que les Fans qui restent entre eux au Gabon. Ou alors il y a certaines tribus qui tu sens que ils se marient que du même village, etc. Non, mais moi je pense que de plus en plus il y a du brassage.
de plus en plus, il y a du brassage, de plus en plus, il y a du métissage sur le plan local au Gabon. Et de moins en moins, on parle de ces histoires de tribalisme, voilà quoi. Bien que ça revient souvent dans les questions politiques. Parce qu'aujourd'hui, la question politique au Gabon, vous ne pouvez pas vous développer en laissant en marge cette question-là. Parce que tout est politisé. Aujourd'hui, même lorsque vous regardez les postes de responsabilité, il y a une forme de géopolitique dans cette histoire. Donc, ce sont des choses qui doivent pouvoir vous intéresser pour vous aider à orienter vos décisions. Donc, ça fait quoi? Ça fait que, par exemple, lorsqu'on parle de tribalisme en termes, par exemple, d'attribution de postes, vous verrez que au Gabon, sur 10 généraux, vous verrez que 7 ou 8 viennent d'une même province. Plus pire encore, viennent des mêmes villages. 8, alors que le Gabon a 9 provinces. Donc, vous voyez un peu, à travers ce type d'attitude, qu'est-ce que vous pensez susciter chez les autres? Bien sûr, Reconcilier. Oui, clairement. On essaie de on ne développe pas un sentiment national. À la limite, ce que ça permet de développer, c'est du tribalisme. C'est le tribalisme. C'est ça, en fait. Est-ce que tu penses que c'est voulu ou alors c'est inconscient? C'est de représenter, parce que c'est pertinent. Ça veut dire, si les femmes restent entre eux, les miennes restent entre eux, ça développe forcément que si mon frère est déjà nommé, peut-être même nommé, etc., et on va nommer que les gens de notre village, de la famille, au lieu de penser à l'essor du Gabon. Typiquement, c'est comme ça que les entreprises, plongent dans le temps parce que les gens de la même famille ont pris une entreprise ils ont pris une entreprise en otage et l'ont roué dans les dettes, etc. Est-ce que, du coup, c'est fait à dessein? C'est-à-dire que les gars sont conscients qu'ils font ça et ils s'en foutent? Ou alors, ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils imposent au pays? Non, moi je pense que ça soit inconsciemment fait. Ce sont des choses qui sont bien pensées. C'est un système géopolitique bien établi. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez l'évolution de l'histoire, vous verrez que ce sont les mêmes actions qui se répètent. Le même schéma. Voilà quoi. Donc, en principe, ce sont des choses qui sont entretenues. Et derrière, lorsque vous mettez un peu d'intelligence, vous vous dites que clairement, ça n'aide pas. Ça n'aide pas pour le vivre ensemble. Parce que nous sommes un pays multiculturel, parce que je rappelle qu'au Gabon, il y a un peu plus de 52 ethnies. Donc, imaginez, chacun se met à soulever son frère, avancer sa tribu. Voilà quoi. C'est pas arrivé. Le pays n'est pas gagnant dans ces conditions. C'est pas arrivé. C'est ça en fait. Très clair. J'ai une autre question sur les fonds. Bon, c'est parce qu'on partage une frontière, comme tu sais. Mais justement, sur la question nationaliste, est-ce que toi, personnellement, tu considères, par exemple, un fonds qui est né au Cameroun, de l'autre côté de la frontière, à qui aussi, par exemple, mais qui a traversé quand il a 3-4 ans parce que son père s'est remarié ou sa mère s'est remariée, il retraverse, il passe, je sais pas, la majorité de sa vie scolaire, etc. Au Gabon, il acquiert une société gabonaise. Est-ce que tu le considères comme un Gabonais ou comme un Camerounais? Ou alors tu dis qu'il est deux, il est les deux? En réalité, moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis métis. Mon père, il est miennais, ma mère, elle est franc. Mais aujourd'hui, en termes de rapprochement, je suis plus attaché à mon côté franc qu'à mon côté miennais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les francs, j'ai appris à les connaître. J'assiste souvent à ma maman lorsqu'elle organise ses associations. Ce sont des associations des fonds. Pas des associations des fonds gabonais, mais des associations des fonds. Parce que vous vous retrouvez, par exemple, avec les mêmes tribus fonds au Gabon, au Cameroun, en Guinée équatoriale. Donc, lorsqu'ils font ce regroupement tribal-là, ils se retrouvent avec des fonds du Cameroun. Parfois, ils font des pèlerinages. Donc, ils se retrouvent là. Donc, il n'y a pas de distinction. On a une identité commune. Parce que les fonds ont une histoire. Aux autres, où l'histoire, par exemple, du clan, c'est typiquement gabonais. L'histoire de la tribu fond ou du clan fond, je sais pas, c'est peut-être par abus de langage. Elle regroupe les fonds de tous les pays de la sous-région. C'est ça, en fait. Donc, ça fait que c'est nous, en termes d'intégration, les fonds, ils sont un peu plus ouverts. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on te parle de la communauté fonds, il ne s'agit pas uniquement de Gabonais. Il y a des fonds du Cameroun. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'unions. Il y a beaucoup d'unions. Moi, j'ai plusieurs parents qui sont mariés à des fonds du Cameroun, à des fonds de Guinée équatoriale.
Pourquoi? Parce que... comment? Est-ce qu'on se dit que non, ils ne sont pas gabonais, non, ils sont... Non, mais en réalité, c'est la question qu'on se pose, En réalité, pour les postes ministériels, un petit, il est né à la frontière ou alors il a eu deux parents comme ça, il est peut-être français pour ça, et il a un enfant camerounais et un enfant gabonais. Oui. Bon, en réalité, demain, il ne pourra pas être ministre. Bon, en réalité, ça, à un moment donné, ça va nous rattraper. Parce que, bien qu'on soit unis, bien qu'on soit liés, à un moment donné, lorsque des questions en termes de... comment je veux le dire là? Lorsqu'il va falloir, par exemple, évoluer dans ta communauté, bon, en réalité, on va privilégier le local. C'est ça, quoi. Derrière celui qui a hérité de la nationalité, en principe, il ne doit pas bénéficier des mêmes privilèges que celui qui est né là. C'est intéressant, ça. Bon, c'est mon approche. Non, moi-même, ayant hérité, entre guillemets, de l'université française, c'est un parallèle que je fais beaucoup. Je trouve que nous, ici en Afrique, on est très, très nationaliste, mais on reproche beaucoup ça aux Français qui le sont en France. Tu vois, de dire, non, la France est pour les Blancs chrétiens, et c'est comme ça et pas autrement. Les autres, les Noirs musulmans, les Noirs même chrétiens, les Arabes, etc. Mais moi, je pense qu'en France, c'est un peu différent. Pourquoi? En France, ils sont dans une logique de sélection. C'est-à-dire que on choisit d'être nationaliste lorsque les Français de souche font bien les choses. On choisit d'ouvrir lorsque on a, par exemple, un manque de compétences à un certain niveau. Je pense pas. Ah ouais? À mon avis, énormément de... Ouais. Comme j'ai un pote qui a peine de déchets. Non, mais c'est très dur de dire ça. Mais il y a des personnes qui ne sont pas forcément des pointures en technologie, etc., qui sont français parce qu'ils sont aussi nés là-bas. Et tu as une partie du français, comme je dis, blanc, chrétien, qui trouve que c'est trop, etc. Et je trouve qu'en Afrique, on a ce même sentiment-là. Après, c'est peut-être pas motivé par la même chose. C'est que Tis franco-gabonais ne sera pas forcément regardé de la même manière ici, parce qu'on dira qu'il est quand même français et qu'on le verra peut-être comme un envahisseur. On ne le considérera pas comme un Gabonais. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends. Mais après, moi, je vais te poser une question. Je ne sais pas c'est quelle entreprise en France où, pour pouvoir avoir accès, je ne sais pas, c'est sur la centrale nucléaire. EDF, il y a EDF qui... Ouais, mais j'ai dit que moi, travailler, il faut être de souche. Oui. Ça veut dire que... Il ne faut pas être de souche, il faut être français. Il faut être français. Même binational. Même binational. Après, il y a eu une polémique récemment où la personne avait la double nationalité, on ne savait pas, on disait qu'elle pouvait être espion pour l'autre pays. Avant de poursuivre, on va expliquer une notion importante. En France, certains métiers sont réservés aux citoyens français, notamment ceux liés à la sécurité nationale. C'est le cas des gendarmes, des policiers, des douaniers, mais aussi de certains techniciens dans le nucléaire, ce sur quoi nous parlions, Marius et moi, qui travaillent sur des sites sensibles. Ce sont ce qu'on appelle des métiers régaliens, car ils touchent directement à la sécurité, à la souveraineté de l'État. Mais il faut être français, ça c'est le prérequis. Effectivement, il y a des métiers comme le nucléaire, je crois que les militaires aussi, je ne suis pas trop sûr pour ce truc-là, qui sont réservés aux personnes de l'identité française. Souche. Non, la question de souche, elle ne se pose pas. D'accord. C'est discriminatoire, la question de souche. D'accord. Ou en Afrique, on parle de ça beaucoup plus facilement. Tu vois, si on voit un blanc, je pense que vous avez eu un blanc ministre. Lee White, un Écossais. Il était ministre des eaux et forêts. Il contrôlait nos forêts. Mais il est gabonais. Il est gabonais. Qu'est-ce que tu veux dire? Gabonais des circonstances. C'est quoi être gabonais de circonstances? C'est quoi être français? C'est quoi être camerounais de circonstances? Non. Pour avoir la nationalité française, il t'a fallu combien d'années? Moi, j'ai vécu 10 ans en France avant de me nationalité, mais il faut 5 ans. Voilà. Donc, ça veut dire que tu as suivi le processus normal. Ce que la loi prévoit pour pouvoir acquérir la nationalité. Tu as des gens, ils arrivent, il a une certaine expertise, mais comme l'accès à certains postes de responsabilité est réservé uniquement aux Gabonais, sans avoir suivi un process normal, il acquiert la nationalité. Oui, tu penses que votre ministre n'a pas, peut-être qu'il a vécu, je ne connais pas les critères, on cherchera. Pour acquérir une nationalité gabonaise, j'imagine qu'il faut sans doute se marier avec une Gabonaise, avoir un enfant, avoir vécu ici longtemps, mais peut-être qu'il a suivi tout ce processus. Bon, je ne saurais te dire, avant ça, je le connaissais. Donc, on a fait un jugement de valeur juste parce qu'il était blanc. Ok. Franchement, tu connais l'acteur Samuel L. Jackson? Oui.
Samuel L. Jackson est Gabonais. Il est venu un séjour de, je sais pas, une semaine. Puis, on lui a donné le passeport gabonais. Tu connais l'artiste Loazora? Le mec a fait 2 fois la prison pour des délits civils, alors que la loi interdit que celui qui a fait la prison pour des délits civils puisse acquérir la nationalité. Mais il n'est pas gabonais, Loazora? Ben non. Il est guinéen, malien, je sais pas. Il n'est même pas né au Gabon. Ok. Et il a fait la prison au Gabon 2 fois pour des délits civils. Mais il a acquis la nationalité. Mais pas plus tard que août dernier. Alors que. Moi, j'avais une question justement à ce sujet. Je réfléchissais il y a pas longtemps sur les critères d'acquisition de la nationalité par des personnes externes. Et je trouvais que c'était intéressant la notion de passeport talent. Ouais. Ou de passeport culturel. Oui. Par exemple, au Cameroun, par exemple, on ne peut pas avoir la nationalité. Je trouvais que c'est dommage. Donc, mais que l'acquisition de la nationalité, effectivement, devrait être. Au Cameroun, on peut pas avoir la double nationalité. Avoir la double nationalité. Samuel Eto'o, il a combien de nationalités? C'est là où je voulais en venir. On doit pouvoir avoir un passeport talent qui dit que quand on a un Camerounais de l'extérieur qui arrive au pays et qui, effectivement, va faire rayonner le pays comme Samuel Jackson, pourquoi ne pas lui donner le passeport? Tu vois. Ça peut être une façon de faire rayonner le pays. On fait ça fait la parfaite transition où je vais parler de soft skills. Pause numéro 2. À chaque fois que je parlerai de soft skills, il faudrait que vous pensiez soft power. Je passais des entretiens pendant ce moment et j'ai beaucoup parlé de soft skills pendant mes entretiens. Donc, je parle bien évidemment de soft power ici. Des pays, c'est-à-dire que la manière du pays de se vendre international et du coup de vendre aussi cette forme de nationalisme, etc. Chez nous, par exemple, au Cameroun, je pense que le truc qu'on a très bien aujourd'hui et qu'on consomme très bien, c'est au niveau du sport. On a de magnifiques combattants, même si aujourd'hui nous sommes un peu, par exemple, je pense à qui est français, qui n'est plus camerounais, mais à chaque fois qu'il parle, tu entends le Cameroun sans parler de Francis, de Samuel, etc. Donc, c'est notre principal soft skill qu'on a au Cameroun, le sport. Après, le reste, on a perdu. Vous, au Gabon, qu'est-ce que tu considères comme soft skill que vous avez, que vous ne voulez pas assez, ou alors que vous n'avez pas, que tu penses qu'il faudrait développer pour pouvoir se vendre à l'international, qu'on dise, waouh, le Gabon, il faut vraiment que j'y aille, parce que j'ai rencontré ce type-là, il m'a parlé du Gabon, etc., etc. Bon, en réalité, j'ai pas trop réfléchi sur la question, mais des exemples, tout à l'heure, en parlant du Cameroun, tu parlais des sports. On a des sportifs de très haut niveau. Aubameyang, on en a parlé. On a Aubameyang, des gars qui sont nés, grandis en France, grandis aux États-Unis, qui jouent là-bas avec la nationalité américaine, mais qu'on veut venir ramener chez nous. Bon, clairement, ils ont appris à travailler ailleurs. Bon, du jour au lendemain, à cause d'un claquement de doigts, ils vont pas tout de suite revenir au bercail parce qu'on a juste pas forcément revenir. Peut-être vendre l'image du pays. C'est ça, c'est un peu aussi la transition entre le passeport talent, de dire que tu vois qui sait jouer l'ennemi. Oui, bien sûr. Le formidable basketteur, etc. Moi, je trouve que c'est dommage. C'est-à-dire qu'il est allé au JO avec les États-Unis et il est rentré au Cameroun, on lui a donné nos médailles. Moi, je trouve ça pas. Enfin, je sais pas. Soit tu dis que tu es vraiment. Il a appris à jouer au basket au Cameroun. Je sais, en réalité, je connais pas son histoire, mais je pense que lui, effectivement, il a joué au basket au Cameroun. Ensuite, il est parti aux États-Unis. Mais je pense qu'il a la nationalité française aussi. Il a aussi la nationalité française. D'ailleurs, les Français l'ont un peu moudé parce qu'il n'a pas joué pour la France aux Jeux Olympiques. Mais oui, le problème en a. Aujourd'hui, lorsqu'il arrive au Cameroun, c'est quoi l'engouement autour de lui? Au Cameroun, on est toujours content de recevoir des stars. Même si cette personne ne nous fait pas réellement la pub, entre guillemets, la personne ne parle pas de nous ou alors ne transpire pas le Cameroun. Comme moi, l'exemple parfait de soft skills et de la personne qui va au Cameroun à l'international, c'est Francine Gano. Il a son accent. Même si tu le mets 10 ans aux États-Unis ou au Canada, tu sens l'accent de Mathieu dans sa voix. Tu vois, Samuel Eto'o aussi. Bon, Samuel Eto'o, il parle espagnol, etc., mais c'est Samuel Eto'o. Mais Francine Gano, c'est le parfait exemple vraiment du soft skill que tu vois à l'international. Mais on se retrouve aussi dans le même problème où j'ai l'impression qu'en Afrique, au Cameroun, en l'occurrence, et je pense un peu au Gabon, on se limite aux sportifs. Est-ce que tu penses que c'est normal? Est-ce que tu penses que c'est voulu? Est-ce que tu penses que c'est parce qu'on n'a pas de choix? Non. Après, aujourd'hui, en dehors du sport, qu'est-ce qui permet d'avoir autant de rayonnement? Je sais pas, la musique. Oui, peut-être, ouais.
Peut-être. Ouais. Là où les Ivoiriens réussissent, à mon avis, beaucoup plus connus. Les Congolais. Les Congolais, ouais. Congolais, avec Fali, oui. Fali, rien que. Ouais, mais malheureusement, on n'a pas des artistes de cette acabit-là qui sont implantés à l'international, voilà, qu'on peut ramener chez nous. Oui. C'est ça, en fait. Et le Congo le fait très bien. Aujourd'hui, la majorité des jeunes rappeurs français, voilà, pour la plupart, ce sont les Congolais. Donc, ça veut dire que oui. Ça veut dire que même lorsqu'ils s'expriment, ils parlent français, mais ils se rappellent toujours que. Oui. Ils se rappellent toujours qu'ils sont. Est-ce que tu penses que, on va passer dans est-ce que tu penses que c'est le Congo qui a modélé ça pour que il y a quand même, quand Naza parle, quand K-Black parle, tu sens qu'il y a le Congo derrière. Est-ce que tu penses que ça a été modelé par le Congo, ça peut être la famille congolaise ou un modèle familial congolais qui font en sorte que le Congo puisse être en eux, même s'ils sont à l'extérieur, etc. Bon, en réalité, le Congo, ils ont ce que je vais appeler ici une identité forte. C'est-à-dire que lorsqu'un Congolais arrive quelque part, sa présence se fait ressentir. Pas un Gabonais? Pas au même niveau qu'un Congolais. Pourquoi? Ils ont des concepts. On va par exemple parler de la sapologie, qui a, je sais pas. Vulgarisé par les papas congolais. Bah, voilà. Aujourd'hui, en France, lorsqu'on te parle de sapologie, tout de suite, tu sais d'où ça vient. Et les jeunes Congolais, je pense que fort de cette culture-là, bah, ils peuvent pas s'éloigner. Ils en sont fiers. Tu penses que le Gabon n'a pas ce genre de soft power à revendre au monde? Bah, clairement. Ah ouais? Non, bah, clairement. Parce qu'aujourd'hui, si on est chacun devait trouver un là-dedans. Il y a forcément des tendances que les Gabonais dégagent, je sais pas. La tromperie. non, plus sérieusement, il y a forcément des trucs que les Gabonais font. Oui. Qui fait le monde ou qui méritent d'être connus, je sais pas, moi. Oui, après, derrière, il y a la capacité à vendre. Il y a plusieurs choses qu'on fait bien, mais est-ce qu'on est capable de vendre à l'international au point que ça intéresse tout le monde? Un gars au Canada se disent, ou un gars en Norvège se disent, tu vois, je vais aller regarder. Alors que lorsque tu arrives aux États-Unis, bon, pour ceux qui s'intéressent à l'art et à la culture, tu dis sapologie, mais ça parle quoi. Mais au Gabon, même au Cameroun, à côté, tu vas parler d'une cham, à part les Camerounais qui sont un peu open mind, Cham, c'est le style musical gabonais. C'est ça en fait. Donc, moi je pense qu'on a cette difficulté-là à se vendre. Bien qu'on fasse bien les choses, permet la répétition, bien qu'on fasse bien les choses, mais on a cette difficulté à se vendre parce que ça sert à rien de tout bien faire si derrière tu peux pas gagner avec ce popularité, c'est ça, en popularité, en termes de gains, voilà quoi. C'est ça en fait. Donc, et c'est ça la réelle difficulté. Il faudrait plus vendre la cham, plus la danse. Pourquoi pas? Si ce sont des choses qu'on fait très bien. Je pense qu'au-delà même de l'aspect, moi je pense que ce que devrait vendre votre pays, c'est effectivement le magnifique paysage que vous avez. Je trouve que c'est sous-estimé de fou. Le Gabon, c'est l'un des plus beaux pays que j'ai, honnêtement. C'est dommage que ce soit sous-estimé par les infrastructures, etc. Ce qui fait que vous ne parlez pas beaucoup de votre pays, alors qu'il y a des endroits extraordinaires. C'est la première fois que je discutais un jour avec mon ami en France, il me disait qu'il parlait des plages. Et nous, les seules plages qu'on connaît, c'est ceux du Cameroun. On a des belles plages, mais franchement, ça va, des plages sable noir, etc. Mais ça va, etc. Quand on parle de plage, on voit tout de suite Maldives, les Zanzibar, etc. Et il me dit, ouais, en Afrique, on n'a pas de sable avec du sable blanc, la mer bleue, etc. Je me dis, ouais, mais t'es vrai, etc. Et en venant au Gabon, j'ai réalisé on dit n'importe quoi. C'était à 1 heure de vol de notre propre pays, on a des plages magnifiques au Gabon. Donc, si les gens veulent voir vraiment du sable blanc, de l'eau bleue, turquoise, machin, des poissons à couper le souffle, des dauphins qui nagent, mais vraiment, c'est incroyable. Hein. Dire que tout ça, on le vend moins. Après, tu sais, tout ça revient à notre thème de départ, hein, le nationalisme. Le nationalisme renvoie aussi quelque part au fait d'être fier de ce que vous avez. Au sentiment d'appartenance. Si Zanzibar a pu vendre son image, pourquoi pas le Gabon? C'est ça en fait. Au sentiment d'appartenance que vous avez vis-à-vis même de votre terre. Aujourd'hui, tout le monde veut partir. Mais à quel moment tu auras envie de vendre lorsque tu as envie de partir? C'est clair. C'est ça en fait.
Donc, si aujourd'hui, chacun réintègre l'amour de sa patrie, je pense que ce sera plus facile de parler du Gabon dans ce sens, quoi. C'est ça, en fait. C'est déjà une question d'âme. C'est déjà une volonté de rester là, de s'établir et de tout réaliser ici. C'est ça qui fait que derrière, tu as la motivation nécessaire, tu as la volonté de vendre ce que tu as. C'est ça. Et je pense qu'il y a un travail de fond réel à faire à ce niveau. Est-ce que tu penses que, effectivement, est-ce que tu penses que les Gabonais aujourd'hui ont envie de ça, de rester, de travailler pour leur pays? Est-ce qu'on leur donne aussi envie? C'est peut-être ça aussi, c'est que... Bon, le vrai problème, c'est que les Gabonais ont faim. Qu'est-ce que tu vas chercher à vendre si tu ne manges pas? Vendre affamé. D'un point d'oreille. Ouais, c'est clair. Mais d'un point de voix, tu ne peux plus parler du pays. Donc, aujourd'hui, tout le monde cherche à manger. Donc, tu vas venir dire à quelqu'un, regarde le paysage alors qu'il a faim? Non, ça passe pas. C'est ça les vraies questions, en fait. Aujourd'hui, on est en train de circuler. Il n'y a pas le courant. Tu cherches la lampe tempête, à quel moment tu vas avoir la présence d'esprit dans ton pays alors que tu ne sais même pas ce que tu vas manger demain, tu ne sais même pas si le soir dormir dans la chaleur. Il y a tellement de questions existentielles qui font que bon voilà, tu fais une note de priorité et vendre clairement, ça vient même pas à la troisième place. C'est comme ça qu'on perd notre nationalisme en fait, parce que tu te dis si moi je mange, peut-être on se dit aussi qu'il y a des gens qui mangent en haut qui ne s'occupent pas de nous. Donc pourquoi moi je vais me faire la promotion du pays alors que les gens qui sont censés le faire ne le font pas? C'est un mal profond. C'est un mal vraiment profond. Bon, on arrive à la fin. Est-ce que tu as un dernier sur la question? Est-ce que tu as peut-être des conseils pour les jeunes Gabonais qui voudraient pas promouvoir le nationalisme gabonais ou alors le faire honnête, mais juste de donner une impulsion? Parce que moi, je trouve que c'est un sujet très intéressant. C'est un sujet qui touche à peu près tous les pays d'Afrique. Je trouve qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'en sort un peu plus, se vend mieux à l'international, etc. Il y a une vraie fierté. Bien sûr. Le Cap aussi, on l'a, mais face aux difficultés, beaucoup de gens partent, comme tu l'as dit tout à l'heure. Pour toi, comment tu pourrais résumer la situation pour qu'on revienne à un peu un nationalisme comme on peut retrouver dans d'autres pays comme aux États-Unis ou l'American First, tous ces tous ces slogans qui disent que non, nous aussi on peut, surtout avec les ressources on n'en a pas parlé, mais non, mais moi la seule chose que je veux dire, ça va peut-être paraître banal, c'est que les Gabonais doivent s'intéresser à la politique, parce que lorsque tu t'intéresses à la politique de ton pays, tu as la possibilité de choisir qui doit conduire la destinée du pays par rapport à une certaine vision. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question de vision. Et la vision, elle doit être partagée. Mais si à chaque instant, nous avons des gens qui n'ont pas de sentiment d'appartenance vis-à-vis de la nation, qui aujourd'hui, vous vous rendez juste compte que tous ceux qui nous dirigent, les investissements ne sont pas faits en local, mais plutôt à l'international. Mais comment on fait pour avancer avec ce type de mentalité? Comment on fait pour développer la nation? Aujourd'hui, les Coréens du Sud, ils sortent presque pas de chez eux. Ils sont tous en Corée. Pourquoi? Parce que pendant près de 25 ans, 30 ans, la Corée s'est renfermée pour se construire. Et aujourd'hui, ils ont des valeurs qui les fédèrent. Bien sûr. La Corée, c'est un exemple. Mais clairement, quoi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout part de la vision. Et pour avoir quelqu'un qui a une vraie vision, il faut qu'on s'intéresse à la question politique. Et c'est ça qui nous permet de choisir celui qui conduit la destinée. Et si la personne a une réelle vision qui va faire en sorte de développer le pays, je vois pas par quel moyen on ne pourra pas animer le sentiment nationaliste chez tous les Gabonais. Donc, si je comprends bien, il faut que les jeunes Gabonais et les vieux aussi se réintéressent à la question politique dans leur pays. Bien sûr. Partant de cette réflexion-là, une question simple. Parce que aujourd'hui, lorsque je parle de politique comme ça, quelqu'un qui va nous suivre, il va se dire, ouais, c'est de la politique politicienne. Non. La politique, c'est d'abord l'art de s'intéresser à la vie de la cité. La vie de la cité, exactement. Donc, il faut t'intéresser à ce qui se passe autour de toi, dans ta cité. Et donc, à partir de là, une fois que tu commences à t'intéresser, tu commences à poser des actions, mais derrière, en réalité, ça va suivre. Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas suivre. C'est ça, en fait. Du coup, je sais qu'en partant de ce que tu viens de dire, est-ce que tu penses que comme les Gabonais ne sont pas intéressés,
soit la majorité, la masse, il y en a certains qui ont vendu le pays aux étrangers, aux Français, aux Libanais, etc. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus de notion de nationalisme parce que le pays ne les appartient plus. Ouais. Est-ce que le pays appartient encore aux Gabonais? Non, le pays nous appartient. Le sol, c'est le sol du Gabon. En réalité, il n'y a pas. Moi, je suis sûr qu'il y a une règle, même si elle va paraître barbare, brusque, d'exproprier quelqu'un. Voilà. Parce que la terre appartient d'abord à l'État. C'est ça, en fait. Moi, je pense que ce sont les faux sujets. C'est une question de volonté, c'est une question de vision. Une fois qu'on s'approprie la vision et qu'on est unis sur la vision, en réalité, tout part seul, quoi. Tout se développe. C'est clair. C'est pas question d'étrangers. Les étrangers, ils viennent, ils font leur temps. Si on met un cadre qui permet de baliser leurs actions, moi, je vois pas en quoi ils vont nous gêner dans notre volonté de nous développer, dans notre volonté de fédérer autour du nationalisme, quoi. Très clair. Bon, on tire au futur jeune de Gabon et à l'intérêt des Gabonais pour leur pays. C'était CEMA Club. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si tu as aimé l'épisode, surtout n'hésite pas à liker, commenter et à partager autour de toi. Ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la discussion. Et surtout, garde en tête, on parle toujours de tout, mais toujours autour de l'Afrique. À très vite pour un prochain échange. Merci.